bienvenue à cette entrevue en direct proposée par Jeunes Explos Stage d'un jour. Il s'agit encore une fois du projet Je m'oriente en live qui connaît un immense succès depuis printemps dernier. Donc, comme vous savez, les jeunes, on vous présente divers métiers, professions par l'entremise d'une entrevue spéciale avec des mentors passionnés. Mon nom est Audrey Cloutier, c'est moi qui vais être l'animatrice aujourd'hui pour cette entrevue bien spéciale. Alors, sans plus attendre, je vous présente notre mentor d'aujourd'hui pour la semaine thématique de la construction, Madame Béatrice Pinault. Oui, bonjour à tous. Merci Audriane de me recevoir aujourd'hui. Moi, je suis ingénieure civile à Québec. Je travaille pour une firme de génie conseil qui s'appelle EMS Ingénierie. Ça fait maintenant 2 ans là, que je suis récemment ingénieure parce qu'avant j'étais ingénieure junior. Mais j'ai gradué maintenant. Je peux sceller des plans et devis qui sont vraiment là, un acte typique là, du métier d'ingénieur. Voilà. On est vraiment super content de vous avoir avec nous aujourd'hui, Madame Pinault, pour en apprendre plus sur votre quotidien comme étant ingénieur civil. Le domaine de l'ingénierie, c'est un secteur d'emploi extrêmement populaire auprès des jeunes qui s'inscrivent à Jeunes Explos année après année. Donc, on a bien hâte d'en apprendre un peu plus sur votre réalité. Est-ce que vous pouvez nous dire, en fait, pourquoi c'est important pour vous de vous adresser à la jeunesse aujourd'hui pour partager votre passion? Oui, certainement. Mais en fait, j'imagine que je me replace il y a, disons, 10-12 ans, quand j'étais au secondaire. On nous pose tout le temps, toi, qu'est-ce que tu veux faire plus tard? Puis souvent, on sait pas vraiment, tu sais, on a vu des films, on voit nos parents, qu'est-ce qu'ils font. Puis, moi, je savais pas trop qu'est-ce que je voulais faire. J'avais beaucoup de problèmes en mathématiques, je trouvais ça difficile. Fait que là, je me suis dit, ouais, OK. peut-être moins pour moi. Puis après ça, moi, pour mes parents, c'était très important là, que je fasse mes sciences puis mes mathématiques. Ils sont tous les deux ingénieurs. Fait que c'est sûr qu'ils ont un peu prêché pour leur paroisse, mais je suis vraiment contente qu'ils m'aillent poussé là, à faire mes sciences puis mes mathématiques. C'est des matières difficiles, mais c'est important de persévérer. Puis après ça, je me suis inscrite au cégep en sciences de la nature, sciences et génie. En sachant encore pas vraiment qu'est-ce que je voulais faire comme métier. Puis, j'ai fait des petites journées carrière, puis ça m'a vraiment aidé à cibler là, un domaine qui m'intéresserait plus. Puis c'est là que j'ai choisi le génie. Fait que, c'est ça. Je pense que ça me fait plaisir de vous partager mon expérience, puis en espérant vous inspirer à devenir ingénieur vous aussi. Certainement. Je tiens à préciser pour les jeunes qui nous écoutent, si jamais vous avez des questions pour Madame Pinault, simplement les écrire en commentaire et tout au long de l'entrevue, on va essayer d'y répondre. Donc là, vous avez mentionné que vous travaillez pour une firme de génie conseil EMS. Est-ce que vous pouvez nous en dire un peu plus sur votre employeur? Oui, en fait, les firmes de génie conseil, là, c'est vraiment un des plus gros employeurs d'ingénieurs en général. Là. Donc, les firmes de génie conseil, on est souvent mandaté par des organismes publics comme la Ville de Québec, par exemple, qui veulent réaliser des projets. Ils vont pouvoir engager des firmes de génie conseil comme EMS. Puis, nous, on est engagé comme professionnels pour réaliser des plans et devis ou pour faire des études, par exemple. Est-ce que c'est possible de mettre, je sais pas, un pont dans cette rivière-là, par exemple, ou est-ce qu'à cause des inondations, c'est pas possible? Fait qu'on est engagé vraiment pour toutes sortes de projets. Nous, le EMS est spécialisé parce qu'il faut comprendre, là, c'est que le génie civil, c'est un domaine très vaste. Mm-hmm. Puis, il y a beaucoup de sphères. Moi, je travaille en infrastructures urbaines. Donc, ça, c'est vraiment tout ce qui touche les égouts, l'aqueduc, les routes, des parcs, des choses comme ça. Ensuite de ça, il y a les volets structure aussi, donc structure de bâtiment qui est un autre gros volet du génie civil. Tu as aussi le volet de géotechnique. Ça, c'est vraiment comment les sols interagissent. Est-ce que ça serait possible de construire, par exemple, un gros bâtiment sur de l'argile? Ça va être un ingénieur civil spécialisé en géotechnique qui va pouvoir nous dire ça. Puis, il y a aussi le volet de mécanique de procédés, donc tout ce qui est vraiment traitement des eaux usées, production d'eau potable. Puis, il y a aussi le volet d'environnement. Donc, c'est vraiment, vraiment très vaste. Puis, souvent, dans les firmes de génie conseil, on retrouve des ingénieurs qui sont un peu spécialisés dans ces différents domaines-là.
Effectivement, on comprend que le génie civil, ça a différents secteurs d'activité et puis on développe cette expertise-là une fois qu'on a obtenu notre titre d'ingénieur. Dans le fond, c'est au moment où est-ce qu'on est sur le marché du travail que là, on peut se spécialiser, si on peut dire. Oui, ben en fait, pour devenir ingénieur, il faut faire un baccalauréat en génie. Donc, il y a vraiment, moi, je suis en génie civil, mais il y a vraiment plein d'autres bacs en génie mécanique, électrique. Il y en a vraiment beaucoup. Mais pour avoir accès au titre d'ingénieur, il faut faire le baccalauréat en génie. Puis, pendant notre bac, on doit faire un stage. Fait que pendant notre stage, on apprend quand même beaucoup c'est quoi le métier d'ingénieur, puis on fait des travaux terrain souvent. Puis après ça, une fois qu'on est sur le milieu du travail, ben là, je dirais qu'on apprend à vitesse grand V. Puis on est mis dans des situations où on doit apprendre rapidement. Puis là, ça fait 2 ans là, que je suis sur le marché du travail, puis j'ai énormément appris. Il y a justement la question de Sophia qui se demandait c'était quoi la formation associée pour devenir ingénieur. On en a un peu discuté. C'est un baccalauréat de 4 ans pour exercer comme ingénieur. Puis, vous faites partie d'un ordre professionnel et il y a aussi le saut d'ingénieur qui est très important. Puis, c'est justement ce saut-là que vous venez d'acquérir là, il n'y a pas si longtemps. Je vous laisse en parler davantage. Ben, en fait, pour arriver au bac, là, il faut faire. Il y a des gens qui préfèrent faire une technique en génie avant d'aller au baccalauréat, mais c'est pas obligatoire. Là, mais je sais qu'il y a des gens, là, des personnes qui sont peut-être qui ont un goût un peu plus pour le volet technique, chantier, tout ça. Ben, ils vont faire une technique en génie civil, par exemple, mais aussi le DEC en sciences de la nature. C'est bien parfait aussi. Moi, c'est ça que j'ai fait. Puis après ça, c'est 4 ans de formation universitaire. Puis c'est ça, avec des stages. Je sais qu'il y a des programmes coop aussi, que les autres, je pense qu'ils ont des stages à chaque année. Donc, ça varie vraiment d'une université à l'autre. Il faut choisir là, selon nos préférences. Une fois qu'on a terminé notre 4 ans d'université, à ce moment-là, on devient ingénieur junior. Puis cette période-là, c'est sur combien de temps environ? Oui, bien là, en fait, le programme de juniorat vient de changer. Fait que moi, j'ai été comme dans la dernière vague d'ingénieur junior. Moi, j'avais, en fond, 20 mois à faire à titre d'ingénieur junior. Normalement, c'était 36 mois, mais moi, j'ai décidé de poursuivre mes études à la maîtrise. Donc, j'ai eu 1 an de crédité, puis j'ai eu 4 mois de crédité pour mon stage. Mais maintenant, c'est le programme de candidat à la profession d'ingénierie qui est en vigueur. Donc, là, maintenant, c'est 2 ans d'expérience sur le marché du travail qu'il faut faire avant d'obtenir notre titre d'ingénieur. Et justement, le titre d'ingénieur, ben, c'est ce qui qualifie le saut officiel, comme quoi vous attestez que le document est conforme selon toutes les exigences. Oui, c'est ça. Dans le fond, là, quand j'ai reçu, moi, justement, là, ça fait peut-être quelques semaines là, que j'ai su que j'avais maintenant satisfait toutes les exigences pour être ingénieur. Il faut aussi passer un examen de l'Ordre des ingénieurs. Puis là, j'ai reçu, ben là, à cause de la COVID, l'usine qui fabrique les seaux était fermée temporairement, là, mais là, je viens d'avoir la confirmation qu'ils viennent de recommencer la production. Donc, je vais recevoir mon seau qui va pouvoir me permettre d'authentifier mes plans et devis, puis tous les documents là, qui doivent comporter un seau. Donc, comme ça, autant pour les clients s'assurent que les plans ont été validés, puis ils peuvent savoir qu'il y a un professionnel qui était habilité à faire ces plans et devis-là, qui s'en a assuré là, que c'était conforme. Là. Bien, félicitations pour ce bel accomplissement. Puis effectivement, quand on parle de structure ou d'infrastructure, ben ça prend effectivement un professionnel qui atteste que tout est conforme. Sinon, on ne veut pas nécessairement que les ponts s'effondrent et tout. Donc, d'avoir la certitude que c'est bien fait puis que c'est approuvé par un professionnel, ça rend le tout conforme, justement. Oui, je vais enchaîner avec une question d'Annabelle ici qui se demande à quoi ça ressemble plus concrètement vos tâches. Journalière, qu'est-ce que vous faites comme ingénieur chez ENS? Oui, bien en fait, je vais séparer un peu mes tâches en deux parce que notre travail varie beaucoup de saison en saison. Là, nous, l'hiver et l'été, c'est différent. Comme on le sait, les travaux au Québec, quand il y a 2 mètres de neige, c'est moins évident. Fait que l'été, c'est vraiment, on focus sur nos projets sont en construction habituellement. Puis, il y a des ingénieurs qui font beaucoup de suivi chantier, de surveillance sur le chantier. Moi, ce que je fais, on appelle plutôt ça de la surveillance bureau.
Donc, moi, je vais être appelée à être chargée de projet. Donc, moi, par exemple, on m'attribue un projet qui va être en construction cet été. Ben moi, je vais planifier avec l'entrepreneur puis notre client, qui est souvent, c'est des municipalités. Puis, on va s'assurer que, dans le fond, le projet roule rondement. Si, par exemple, il y a des extras, parce que ça arrive tout le temps, des choses imprévues au contrat, ben là, on va devoir négocier avec les entrepreneurs sur les coûts de ces travaux-là. Si l'entrepreneur fait quelque chose de pas correct, ben on va devoir lui signifier, lui demander de faire des travaux correctifs. Si l'entrepreneur dépasse les délais, il faut qu'on l'avise qu'il va y avoir des pénalités qui vont être appliquées. On doit aussi s'assurer évidemment que les travaux sont faits comme on avait prévu dans nos plans de vie. Donc, si l'entrepreneur ne fait pas ce qu'on avait prévu, ben c'est pas correct, là. Fait que ça, c'est important qu'on suive bien le chantier. Puis, moi, je communique beaucoup aussi avec notre surveillant sur le chantier qui, lui, est là. Souvent, en génie civil, les surveillants sont là à temps plein. Donc, on est quand même chanceux. Les travaux sont surveillés de A à Z. Fait que lui, il fait un journal de chantier qu'on appelle à tous les jours. Il dit qu'est-ce qui a été fait. OK, aujourd'hui, on a posé 10 mètres de conduite. On a fait du remblayage. On a posé de l'asphalte. Donc, moi, avec son journal de chantier, je peux m'assurer que le projet suit son cours. S'il y a des problèmes, je t'avise rapidement. Je peux aviser notre client aussi si ça va pas bien parce que nous, c'est les clients les villes qui nous engagent. Donc, c'est notre devoir de les aviser s'il y a des problèmes ou si on envisage des déplacements de coûts. Fait que ça, c'est un peu la surveillance bureau l'été. Des fois, je vais faire des visites de chantier. C'est ça. Mais mettons, l'été, là, je vais peut-être faire une visite par semaine ou des fois, ça dépend vraiment là, comment les chantiers avancent. C'est surtout pour voir l'avancement puis discuter là, s'il y a des problématiques. On essaie de régler des problématiques sur place. Ça ressemble pas mal à ça l'été. Là, c'est souvent des grosses semaines. Puis ça bouge. Là, fait que c'est vraiment stimulant. Puis l'hiver, ben en fait, on prépare nos projets pour l'été. Donc, on va faire nos plans et devis que je pourrais vous montrer un peu plus tard. Puis, on fait des études de modélisation de réseaux d'égouts. On fait vraiment on prépare toute la préparation. On estime les coûts de travaux. Ça aussi, c'est un gros volet de notre travail. Estimer combien ça va coûter parce que les villes n'ont pas des budgets infinis. Fait que c'est souvent très important de respecter les budgets. Donc, ça nous permet, quand on fait plusieurs estimations en cours de route, puis comme ça permet au client de dire, OK, ben là, mais disons, cette rue-là, on la fera pas cette année, par exemple. Ça va coûter trop cher. Fait que beaucoup d'estimations. Moi, je ne fais pas de dessin, de mise en plan. C'est vraiment les techniciens qui font la mise en plan. Mais on travaille beaucoup ensemble. Le technicien qui va être sur le projet va m'appeler, il va me partager son écran. Il dit, OK, ici, j'ai mis la conduite à tel endroit. Je pensais faire telle chose. Fait que là, on regarde ça ensemble, puis on peaufine le projet pour s'assurer que ce qu'on va livrer, ça répond vraiment aux besoins de notre client. Grosso modo, ça ressemble à ça. Il y a quand même beaucoup d'éléments dans ce que vous dites. Et ce que je remarque beaucoup, c'est qu'il y a quand même un gros côté gestion quand on est chargé de projet en génie civil. Puis, l'aspect aussi collaboration avec tous les autres cadres de métier là, qui travaillent soit en préparation ou en construction directement sur les chantiers. Vous avez nommé le technicien en génie civil, vous avez nommé les entrepreneurs aussi là, qui s'occupent vraiment plus de l'aspect concret, construction. Est-ce qu'il y aurait aussi les architectes avec lesquels vous pourriez travailler? Oui, à l'occasion, on travaille avec les architectes. Souvent, on pense à un projet qui a un bâtiment. Il va y avoir un architecte d'impliqué, un ingénieur en structure d'impliqué, probablement des architectes paysagistes aussi. Puis il va y avoir nous en génie civil qui va s'occuper, par exemple, de faire le stationnement, de faire les allées en trottoir, de faire tout le drainage. Donc, c'est vraiment un gros travail de coordination avec les autres professionnels qui travaillent aussi souvent pour des firmes d'ingénierie ou des firmes d'architecture. Puis c'est aussi un gros travail de coordination avec le client pour s'assurer qu'on reste dans la bonne voie. Puis un coup en réalisation avec l'entrepreneur, puis notre surveillant de chantier là, qui est sur le terrain. Justement, je pense que vous avez préparé des outils à nous présenter là, pour qu'on puisse voir un peu plus concrètement à quoi ça ressemble, vos logiciels. Oui, mais en fait, moi, en tout cas, je ne sais pas si vous étiez comme moi, mais moi, même à l'université, je ne savais pas à quoi ça ressemblait, des plans et devis. Là.
Fait que je me suis dit, ça serait peut-être le fun de vous montrer à quoi ça ressemble des plans rapidement. Puis aussi, j'ai un logiciel de modélisation là, de réseau d'égouts. Ça a l'air poche de même, mais vous allez voir, il est quand même pas pire, le petit logiciel. Je vais vous partager mon écran. Voilà. Est-ce que vous voyez mon écran? Oui, on voit très bien. OK. Bon, mais là, on voit un tas de mots, OK? Ça, je vais juste vous le montrer juste très rapidement, OK? Ça, c'est ce qu'on appelle nos notes générales. Donc, ça va être des indications à l'entrepreneur sur, par exemple, les méthodes de travail, les matériaux qu'il doit utiliser. Puis, tout ça, comme ici, on voit le béton couler en place. On a quelques sortes de types de béton, les exigences de résistance pour le béton selon les classes de béton qu'on va choisir. Donc, ça, c'est les notes générales. Il y a souvent ça là, au début de nos feuillets de plan. Puis, c'est ça, ça donne quand même beaucoup d'informations à l'entrepreneur. Ça, c'est la suite des notes générales. Ensuite de ça, on a un plan des conditions existantes puis de démolition. Donc là, j'ai choisi un petit projet. On refait la cour d'une école primaire dans le coin de Val-Bélair. Donc ça, c'est les conditions existantes. Donc là, ça dit peut-être pas grand-chose en ce moment, là, mais on voit ici les lignes de talus, puis ici, clôture existante à enlever. On voit des conduites existantes. Donc ça, c'est tout le temps important pour l'entrepreneur qui voit c'est quoi surtout qu'il y a sous terre pour qu'il puisse prévoir ses travaux en conséquence. Parce que si on lui dit pas qu'il y a des conduites sous terre, puis qu'il creuse, puis il perce une conduite, ben là, ça peut revenir contre nous. Fait que c'est important de donner le plus d'informations à l'entrepreneur pour qu'il y ait le moins de surprises possible. Et parlant de surprise, je pense qu'en ingénierie, c'est difficile de tout prévoir. Il faut quand même avoir une capacité d'adaptation puis de savoir s'ajuster justement aux imprévus, je pense. Oui, en effet, il y a toujours des imprévus. Souvent, justement, dans le génie civil, on creuse. Fait que nous, avant les projets, on fait faire des sondages, on fait faire des sondages sur le sol qui est en place pour voir c'est quel type de sol? Est-ce qu'il y a du roc? Est-ce que c'est de l'argile, du sable? Parce que ça va influencer beaucoup les coûts de construction. Donc, l'entrepreneur doit le savoir. Mais c'est arrivé, par exemple, dans un projet qu'on n'avait pas fait d'analyse de sol avant, puis on s'est rendu compte qu'en dessous du gazon, il y avait un ancien stationnement. Donc, c'est pas les mêmes coûts là, pour disposer des sols quand c'est du gazon ou un stationnement. On s'entend que personne n'avait prévu qu'il y avait un stationnement sous le gazon. Donc, ça, c'est des imprévus. Donc, ça, il faut négocier avec l'entrepreneur comment on va le rémunérer pour ça. Puis, ça arrive souvent, on essaie d'éviter le plus possible les imprévus, mais on se garde tout le temps une petite marge de manœuvre là, parce qu'il y en a tout le temps. Donc, voilà. Là, ce projet-là va aller en construction cet été. Donc, on n'a pas encore de surprise, mais ça viendra peut-être. Donc là, ça commence à être un peu plus beau parce que là, c'est nos vrais plans. Là. Fait que là, ici, le client, ça, c'est nos plans, dans le fond, pour ce qui est proposé là, pour être construit. Donc, on vient ici tout refaire un nouveau trottoir. On vient ajouter un escalier parce qu'avant, il y avait comme une grosse crevasse. Les élèves circulaient dans le talus en gazon. Puis ça faisait comme une grosse crevasse pas très belle là, en terre. Fait que on est venu mettre une clôture, puis un escalier ici pour s'assurer que les étudiants ne passent plus dans le talus. Donc, ça c'était vraiment pour répondre à un besoin puis à une problématique. C'est ça qui a été jugé là, le plus efficace. Puis, sur notre autre feuillet de plan, là, on voit une vue d'ensemble de la cour d'école. Donc, on repart de l'autre, de notre escalier. Puis là, il y avait un problème de drainage. Il y avait de l'eau. Ici, il y a des fenêtres qui sont très proches du niveau du sol. Puis il y avait de l'eau qui s'était infiltrée dans l'école. Donc là, on est venu ajouter une petite margelle en béton là, qui ressemble à une bordure de trottoir pour éviter que les eaux aillent dans l'école. Puis on est venu reprofiler le terrain pour éloigner les eaux du bâtiment. Donc, quand on voit les petites élévations encadrées, donc ça, c'est des nouvelles élévations de terrain. Donc, on vient vraiment proposer un nouveau drainage pour s'assurer qu'il n'y ait pas d'accumulation d'eau nulle part autre que sur, ici, on a un gros regard puisard. Donc, ça permet là, de capter les eaux.
puis on voit nos conduites, là, puis on va se raccorder au réseau de conduite existant. C'est comme une ville sous terre, dans le fond. Puis ce que je remarque, c'est qu'il doit y avoir beaucoup de calculs mathématiques pour en venir à des chiffres, à des données aussi précises. Est-ce que les mathématiques, ça occupe quand même une grande place dans votre travail? Oui, je dirais que c'est très important, les mathématiques. Surtout, en fait, on a beaucoup aussi de logiciels de calcul là, qui font les calculs pour nous, mais c'est quand même très important d'être capable d'avoir un jugement face aux résultats qu'on a, parce que des fois, si on oublie, par exemple, une virgule ou qu'on oublie de faire ça m'est arrivé encore ce matin, c'est juste un changement d'unité. J'étais censée rentrer dans mon logiciel un débit en mètres cubes par seconde, mais je l'ai mis en litres par seconde. Donc ça, il y a un différentiel de 1000 là, entre les deux. Fait que toutes les unités, là, quand on vous dit là, écrivez vos unités, ça nous sert encore dans le milieu du travail. Puis, tu sais, par exemple, ici, là, on voit EP diamètre 150. Donc, ça, c'est des diamètres de conduite d'égout pluvial. Donc, ça, on a des logiciels là, pour nous aider à calculer c'est quoi le diamètre de notre conduite. Puis ça, je vous montrerai plus tard. On a un beau logiciel là, qui nous permet aussi de voir ça comme en temps réel. Mais les maths, c'est très important. Puis aussi pour les estimations, il faut qu'on fasse, c'est niaiseux, mais il faut qu'on fasse des calculs de volume, de pyramide, de plein de choses. Fait que les maths, ça fait quand même, ça occupe une grande partie là, de notre travail. C'est bien, si je fais du pouce avec ce que vous avez nommé en début d'entrevue, vous, les mathématiques, au début, c'était pas votre tasse de thé nécessairement, mais à force de persévérance puis d'intérêt pour le génie, ben, c'est comme venu, en fait, c'est comme venu plus facilement pour vous. Oui, c'est ça. En fait, moi, au secondaire, là, je me rappelle, ma mère a passé énormément de temps à m'aider avec mes devoirs parce que j'avais beaucoup de difficultés. Puis, j'ai mis beaucoup d'efforts. Puis, au cégep, c'est devenu plus facile pour moi parce que j'avais développé des outils. Puis, j'ai adoré mes cours de mathématiques au cégep. J'ai même décidé de prendre un cours de mathématiques avancées qui m'a aussi servi là, un coup j'étais à l'université. J'avais déjà vu des notions au cégep. Puis, tu sais, disons aussi la physique, j'ai eu quand même beaucoup de misère aussi en physique, mais pour vrai, c'est difficile. Je vous cacherai pas qu'il faut quand même mettre beaucoup d'efforts, mais c'est vraiment le génie, c'est un domaine qui est qui est important dans notre société, mais ça donne ce diplôme-là offre vraiment beaucoup de perspectives d'emploi. Là, fait que ça vaut la peine. Ça vaut la peine de se forcer un peu à l'école pour avoir là, des belles options d'emploi dans le futur. On peut peut-être regarder rapidement l'autre logiciel que vous utilisez, c'est que je vois que le temps file. Oui. Puis pendant que vous... Oui, parfait, on voit très bien. OK, parfait. Bon, mais ça, je vous montre juste, on avait un projet de réfection de route à Beaupré. Puis, fallait qu'on change. En fait, je pense qu'il n'y avait pas de réseau d'égout pluvial. Donc, on est venu ajouter un réseau d'égout pluvial. Puis, ce logiciel-là nous aide à faire le dimensionnement de l'égout. Puis, ce que je trouve quand même le fun, c'est que on voit les conduites, puis on voit l'eau en temps réel dans les conduites. Donc là, on voit le niveau de l'eau monter. Là. Donc là, tu sais, l'eau, on voit que les conduites ne sont pas à pleine capacité. Donc, c'est ça qu'on veut. On veut pas que nos conduites débordent. Fait que ça, c'est quand même un outil qui est très visuel puis qui nous permet là, de voir s'il y a un problème très rapidement. On voit ici le diamètre de la conduite, mais par exemple, si je change le diamètre, ben là, on risque d'avoir un débordement. C'est ça, le logiciel va nous permettre de le dire, de le voir. Fait que là, vous voyez, là, j'ai changé le diamètre, je l'ai rétréci, puis là, on a un débordement. Fait que c'est pas bon. Fait que ça, c'est quand même vraiment un outil qui est très utilisé là, pour la modélisation de réseaux d'égout. Certainement. Ben, à place de faire le test en réalité sur le chantier, ben, c'est possible de justement prévoir les débordements puis de faire les tests de façon virtuelle. C'est vraiment intéressant. En terminant, il y avait peut-être une question ici de Marc-Antoine que je trouvais intéressante. Il se demande en fait, ce serait quoi le plus gros défi de votre profession? Je dirais que c'est d'avoir à jongler avec beaucoup de projets en même temps. C'est dur de se lancer dans une journée, de dire, OK, aujourd'hui, je travaille sur ce projet-là seulement.
c'est vraiment tout le temps on gère beaucoup de gestion des priorités, puis de s'adapter. Faut qu'on accepte qu'on doive passer d'un projet à l'autre. On se fait appeler par un entrepreneur, un collègue. Fait que c'est beaucoup de gestion de priorités, gestion du temps, puis d'organisation aussi. Je pense que c'est, ben évidemment, il y a des défis techniques là, mais ça, je pense que c'est comme de base. C'est sûr qu'un ingénieur, ben on faut qu'on donne des solutions techniques. Donc il y a des défis techniques, mais c'est vraiment l'organisation là, qui est quand même challengeante à tous les jours. Et puis, Annabelle se demandait justement, quand on parle d'organisation, ça ressemble à quoi une journée type de travail là, au point de vue horaire, par exemple? OK. Ben, dans les firmes de génie conseil, souvent, c'est des semaines de 37 heures et demie. Puis, c'est comme convenu que dans les firmes, on travaille pas le vendredi après-midi. Donc, si j'ai pas fini mes projets, ça se peut que je travaille le vendredi après-midi, mais souvent, on finit de travailler là, sur l'heure du midi le vendredi. Fait que ça, c'est typique des firmes de génie conseil. Mais je sais que, par exemple, disons, à la Ville de Québec, ben, c'est des semaines de 35 heures, donc des journées de 7 heures. Mais chez les entrepreneurs, ça, l'horaire varie un peu plus, surtout quand les chantiers sont commencés. Techniquement, c'est 40 heures, mais je sais que souvent, ça dépasse le 40 heures. Dans mon cas, l'été aussi, vu que les chantiers, ça occupe beaucoup de temps, l'été, des fois, je vais me trouver à faire des heures supplémentaires. Des fois, je fais 50 heures par semaine, mais c'est quand même, c'est pas la majorité du temps. Puis nous, dans les firmes de génie conseil, on est rémunéré à l'heure. Donc, quand je fais des heures supplémentaires, mes heures supplémentaires sont payées. Puis en haut de 40 heures, c'est payé à temps et demi. Donc, au moins, on travaille plus fort, mais on est payé plus. Donc, c'est pas si mal. J'espère que ça répond à ta question, Annabelle. En terminant, peut-être faire une petite mention par rapport à la mixité en emploi. À Jeune Explo, on essaie de promouvoir justement la mixité, donc encourager les jeunes filles à aller vers des métiers plus typiquement masculins, qui est sensiblement votre cas parce qu'en génie, de façon générale, il y a beaucoup d'hommes et je pense peu de femmes. Donc, quelle est votre expérience en tant que femme dans ce beau domaine-là? Oui, ben en fait, moi, je pense, je n'ai pas vécu d'expérience traumatisante. Pour vrai, je pense qu'on est vraiment bien accueillis. Surtout, comme ingénieur, on est un professionnel, donc on travaille la majeure partie du temps avec des professionnels. Puis, je me suis sentie toujours écoutée. Mon patron est un homme, puis là, il m'a engagé moi, puis après ça, il a engagé aussi deux autres filles qui sont CPI, donc qui viennent de finir leur baccalauréat en génie. Donc là, on est rendu une équipe de filles. Il y a quasiment plus de filles que de gars dans notre équipe. Mais je trouve, en général, j'ai que de bons mots à dire. Nos collègues masculins nous respectent comme si on était des hommes. Ça change rien à notre quotient intellectuel. C'est peut-être sur les chantiers, par exemple, c'est sûr que des fois, on va rencontrer des gens qui ont un peu une vieille mentalité. Ça m'est arrivé de me faire dire ma belle ou ma chérie, tu sais. Mais tu sais, j'ai jamais reçu de commentaires désobligeants. C'est vraiment juste des fois je sais pas comment dire là. Des fois, ils sont comme surpris de voir une fille, mais pourtant, on commence à être de plus en plus. Fait que c'est pas un gros problème. Puis tu sais, je veux juste dire aussi que tu sais, c'est OK, dans le milieu professionnel, c'est super, mais disons dans l'ingénierie, moi, j'ai jamais vécu vraiment de problème de discrimination, par exemple. Mais tu sais, des gens qui vont faire des commentaires, ma belle, ma chérie, il y en a pas juste en ingénierie, il y en a dans tous les domaines, je pense. Fait que moi, je vous dis, arrêtez-vous pas à ça. Puis vous allez vraiment être bien accueillis. Puis il va y avoir d'autres filles qui vont travailler avec vous comme ingénieurs, j'en suis persuadée. Il y a beaucoup de techniciennes aussi qui sont des femmes. Donc je pense que là, ça commence à gagner un peu en popularité. Puis il y a vraiment pas de crainte à avoir. Excellent. Ben, j'espère que ça peut motiver justement les jeunes filles qui ont un intérêt vers ce domaine-là à poursuivre leurs études et à devenir ingénieurs. On voit qu'il y a une belle ouverture dans ce secteur d'activité-là. Donc, les filles, lâchez pas, il y a une place pour vous en ingénierie. Oui, vraiment, on engage. On engage en plus. Excellent. Bien, écoutez, c'est tout le temps qu'on avait aujourd'hui pour l'entrevue. Un énorme merci d'avoir pris du temps aujourd'hui pour nous parler de votre quotidien en tant qu'ingénieur. Vraiment, ça a été une super de belle rencontre et j'espère qu'à la maison, ça a pu éclairer votre choix scolaire et professionnel. Merci encore, Madame Pinault.
Et les jeunes, on se revoit pour une prochaine entrevue. Bien, ça me fait vraiment plaisir. Merci à tous d'avoir été là.